si Malifaux. Malifaux est au-delà de la Terre, dans une autre dimension. Les gouvernements de notre monde n'ont que peu d'emprise sur ce qui se passe là-bas. La Guilde administre la cité, et si elle semble toute puissante, son pouvoir est toutefois contesté par d'autres factions, aussi bien dans la ville que de l'autre côté de ses murs. Les enjeux de Malifaux sont nombreux, avec des conséquences qui pourraient être catastrophiques. Plusieurs factions s'affrontent pour le pouvoir. Les intérêts et buts de chacune ne sont pas toujours clairs et définis. Certains maîtres œuvrent même dans plusieurs factions à la fois, trouvant des préoccupations communes et des alliés de circonstances surprenants. La Guilde est souvent considérée comme une entité omniprésente, toujours aux aguets, prête à protéger les citoyens contre les criminels et les monstres de Malifaux. Ce que peu de gens réalisent, c'est que cette force est une illusion soigneusement entretenue. La protection des personnes est au mieux une motivation secondaire. Leurs intérêts ne résident que dans les Soulstones, et chaque envoi renvoyé sur Terre contribue à consolider leur emprise sur les nations les plus puissantes du monde. La plus célèbre des maîtres de la Guilde est Lady Justice. Brandissant son épée, elle consacre sa vie à combattre les morts-vivants qui hantent Malifaux. À la tête des Death Marshals, elle traque les nécromants et sape les plans des résurrectionnistes. Lady Justice est devenue une idole pour le peuple de Malifaux, un symbole d'espoir, une flamme dans les ténèbres. Cornelius Bass est un shérif coriace et intrépide. À la tête de ses frontaliers, il a pour charge d'explorer les étendues indomptées autour de Malifaux. Chasseurs, trappeurs et explorateurs sont à son service, afin de repousser les menaces sauvages et d'étendre toujours plus loin l'influence de ses commanditaires. Il travaille aussi bien pour la Guilde que pour la Société des Explorateurs. Sonia Creed, la dirigeante des Witch Hunters, est obsédée par la magie du monde de Malifaux. Traquant les sorciers et mages renégats, elle voue une haine farouche aux arcanistes. Elle fut possédée par Chérufet, et l'intervention de son bras droit, Samuel Hopkins, lui a sauvé la vie. Maintenant libérée de l'influence du tyran, Sonia retourne au front afin de traquer tout praticien occulte illégal. Perdita Ortega, porte-flingue au sang chaud, est une légende dans les Badlands. Arrivée à Malifaux en dérobant le ticket de son frère, elle devint rapidement une des meilleures chasseuses de primes, exécutant beaucoup de Neverborn. Elle envoie l'argent ainsi gagné sur Terre afin de faire venir toute sa famille, et a bâti une véritable forteresse dans les étendues sauvages. Nelly Cochrane est la rédactrice en chef du Malifaux Tatler. Jeune, enthousiaste et incorruptible, elle ne cesse de chercher le scoop. Son intégrité lui a attiré la colère des arcanistes, dont elle couvre régulièrement les actes terroristes en première page. Charles Hoffman est le chef du bureau des amalgames. Il a en charge aussi bien les constructs que les implants robotisés. À la fois rival et admiratif du docteur Ramos, Hoffman a discrètement embrassé la cause des arcanistes, ce qui ne l'empêche pas de continuer à travailler pour la Guilde. Cet ingénieur de génie espère œuvrer de son mieux pour les deux parties, les prouesses et avancées technologiques étant bien au-dessus de l'inimité entretenue par les deux camps. Le secrétaire général de la Guilde, Lucius Matheson, est un politicien et commandant doué. Par la manipulation et les jeux de pouvoir, ce mystificateur parvient toujours à ses fins. Sous couvert de diriger la division élite, il n'en reste pas moins, dans le plus grand des secrets, un grand maître Neverborn. Que manigance-t-il en secret? Personne ne le sait. Et humain comme Neverborn risque d'être très surpris du dénouement qu'il a prévu. Dachel Barker a bénéficié d'une ascension fulgurante au sein de la Guilde. Autrefois au service du secrétaire général, ce dernier l'a recommandé au poste de commandant de la garde. Mais Dachel n'est pas du genre à rester enfermé dans l'enclave. Il préfère superviser lui-même les rondes dans les rues de Malifaux.
et se réserve toujours une place dans les expéditions les plus dangereuses. Cabale secrète de nécromanciens, de pilleurs de tombes et de tueurs au cœur froid, les résurrectionnistes ont une animosité mutuelle pour la guilde et tous ceux qui leur refuseraient leur curiosité morbide. S'appuyant sur le pouvoir contre nature du Grave Spirit, ces nécromanciens invoquent de sombres miracles qui ébranlent l'équilibre même de la vie et de la mort, et peuplent les quartiers abandonnés de la ville de Malifaux de morts-vivants. Le tristement célèbre tueur de Redchapel est un infâme nécromant nommé Simus. Il entretient son ignoble réputation en assassinant de jeunes femmes, souvent des prostituées, et les relève sous forme de zombies sous son entier contrôle. Parmi tous les résurrectionnistes, il semble être le plus impliqué dans le retour du Grave Spirit à la surface de Malifaux. Reva Cortinas a la particularité de parler avec les esprits. La coterie assemblée autour d'elle la considère comme une messie qui les sauvera. Contrairement à la plupart des résurrectionnistes, Reva traite les morts-vivants avec respect. Elle ne voit aucune différence entre ses fidèles, qu'ils soient vivants ou morts. L'histoire de Kirian Koku est tragique et pleine d'injustice. Fiancé à Francis Kitchener, le fils du gouverneur général, l'amour qu'ils se vouaient mutuellement suffisait à son bonheur. Mais le père de son fiancé tenta de la faire assassiner, afin d'empêcher leur union. Elle réussit à s'en sortir, mais Francis périt en voulant la protéger. Son chagrin lui ouvrit la porte du monde des esprits, et maintenant qu'elle sait contrôler ses pouvoirs, sa peine s'est transformée en haine. Elle n'existe plus que pour assouvir sa soif de vengeance. Ancien médecin légiste de la guilde, la supercherie du docteur Douglas McMorning a été révélée. Il a été forcé de fuir l'enclave, ne pouvant plus espionner au compte des résurrectionnistes. Lady Justice, toujours sur ses talons, il est dans une position risquée, mais rêve toujours de grandeur. Journaliste indépendante, l'intelligence et la plume acérée de Molly Squidpidge lui valurent l'hostilité de la guilde. Ironiquement, c'est Simus qui mit fin au problème que la guilde ne parvenait à résoudre en assassinant la jeune femme, victime d'un sombre hasard. Il la ranima et se prit d'affection pour elle, mais elle finit par s'enfuir. Elle découvrit ensuite une étrange alliée en la personne de Kirai. Ensemble, elles décidèrent de s'en prendre au réseau de prostitution de la ville et de libérer les jeunes femmes. Récemment, son meilleur ami, la tête zombifiée de Philippe, a été arrêté et est entreposé dans les locaux de la guilde. Molly a donc repris la plume et se fait passer pour une journaliste du Malifaux Tatler afin d'infiltrer l'enclave. Jack Doe, l'éternel pendu, se balançant au gré du vent à la branche la plus haute de l'arbre pendu. Sa silhouette était déjà présente lors de la réouverture de la brèche, et beaucoup de légendes courent à son sujet. Toujours est-il que son corps n'oscille plus tout en haut de l'arbre. Il a disparu. On raconte qu'il agit pour le compte des parias, à la tête d'une bande de zombies furieux. Il s'en prend aux traîtres, aux parjures et aux félons, laissant toujours les innocents en vie. Derrière la silhouette voûtée d'un vieil homme se cache le sorcier Yanlo. Bien qu'il ait oublié son passé et son humanité, il était autrefois au service de la famille Katanaka. Il a exploré bien des voies sur les chemins des morts et des esprits. Il est désormais capable de rappeler à lui ses ancêtres et de les ancrer dans de nouvelles enveloppes. Dans ces rares moments de lucidité, Yanlo rumine ses erreurs passées. Le professeur Albus von Stuck, doyen de l'admission à l'université Transmortis, est un homme entièrement voué à sa science. L'université Transmortis propose un panel de cours et d'enseignements afin de comprendre et contrôler la nécromancie. Mais ses étudiants doivent se montrer assidus, car seuls les plus méritants obtiendront leur semestre, tandis que les autres rejoindront les rangs des morts-vivants de l'université. Von Stuck mêle technologie et cadavres pour créer des zombies mécaniques tels qu'aucun résurrectionniste n'en a jamais contrôlé. Les créatures que l'humanité a surnommées les Neverborn sont les habitants natifs de Malifaux.
Certains sont les descendants tordus des premiers occupants du monde, tandis que d'autres sont des ghouls cauchemardesques, créés par des sorts étranges ou une évolution améliorée par magie. Beaucoup de Neverborn croient que l'humanité est un fléau qui doit être nettoyé. Mais de rares individus pensent qu'elle a un rôle important à jouer dans les grands projets de ce monde. Seul le temps nous le dira. Le désespoir mène hommes et femmes à quitter la ville pour traverser le bayou, afin de rencontrer la sorcière des marais, Zoraida. Elle est la tisseuse du destin, autrefois humaine, arrivée à Malifaux des siècles avant l'ouverture de la Grande Brèche. Elle est devenue une Neverborn. Tirant les fils des futurs possibles, elle intrigue et manipule dans le but d'empêcher le retour des tyrans. Elle est la seule à penser que même les Gremlins auront un rôle à jouer, et tente de les convaincre de s'unifier, afin de participer à la lutte pour la survie de Malifaux. Pandora porte une étrange boîte qui semble lui murmurer. Méfiez-vous de cette boîte, car elle renferme vos pires cauchemars, et Pandora s'en délectera. Elle s'associe souvent au plan de Zoraida, principalement parce que cette dernière lui laisse plein d'humains à terroriser, pour son plus grand bonheur. Titania, la reine de l'automne, vient de se libérer du Nitera, où elle était enfermée depuis des siècles. À Malifaux, elle découvre un monde qui a beaucoup changé, notamment avec l'arrivée des humains. La reine des fées voue une obsession à la lutte contre les tyrans, et s'inquiète de la création du Burning Man. Loyal à la reine des fées, Euripide est le chef des géants, une masque de muscles à la sauvagerie sans pareille. Répondant à l'appel de Titania, il rassemble les siens pour se déverser sur les humains. Le rêveur était un garçon de Londres capable de traverser la brèche dans ses rêves. Il imaginait des jeux sans fin avec des créatures cauchemardesques qui ne l'effrayaient pas, mais jouaient avec lui. Le tyran Nightmare découvrit son potentiel et devint son ami imaginaire, surnommé par l'enfant Lord Chompy Bits. Le garçon a grandi, et il est toujours capable de manifester les rêves et cauchemars physiquement. Mais l'innocence de ses jeux a disparu, au profit d'une volonté de semer le chaos. Marcus était un savant, chercheur passionné par l'étude du vivant. Ses explorations le conduisirent à devoir survivre seul dans les étendues sauvages. Il communia avec la nature qu'il aimait tant, et bientôt, d'autres mages vinrent chercher ses conseils pour créer de nouvelles espèces chimériques. Il trouva une surprenante alliée en la reine des fées, avec qui il partage l'envie de retrouver une nature florissante, épanouie et sans humains. Nekima est la sœur de Lilith, et la cause d'un grand schisme chez les Neverborn. Il y a plus d'un siècle, persuadée que les humains étaient une menace, elle invoqua les Néphilim et déferla sur Malifaux. Tandis que la brèche se refermait, elle envoya à travers un corps sans vie avec les mots « À nous » gravés sur son torse. Mais cela ne convenait pas au plan de Lilith et Zoraida. Finalement, quand Titania revint, Nekima se joignit à son projet et enferma sa sœur dans le Nitera, à la place de la reine des fées. Une branche secrète de la Miners and Steamfitters Union, les arcanistes, croit que les humains devraient avoir toute l'attitude pour embrasser la magie et se délecter de son pouvoir. Pour la population sous la coupe de la guilde, ils sont considérés comme des anarchistes et des criminels. Mais pour ceux qui partagent leur vision, les arcanistes sont une communauté d'ouvriers et de lanceurs de sorts qui sont capables de véritables exploits. Propriétaire du Star Theater, l'établissement le plus célèbre de ce côté de la brèche, et maître illusionniste, Colette Dubois est passée d'une humble pickpocket à des sommets qu'elle n'aurait jamais pu rêver. Vedette de la scène, elle n'en est pas moins la reine de la contrebande, et fournit aux arcanistes le matériel nécessaire et les opportunités de revendre les biens volés, souvent de la soulstone appartenant à la guilde. À la mort du gouverneur général Kitchener, le docteur Ramos décida de séparer la direction de la MSU et les arcanistes. Il confia les arcanistes à Kaeris, une femme pleine de fougue et de colère, qui brillait déjà par ses interventions flamboyantes contre la guilde. Mais depuis l'arrestation de Ramos,
Kairis redouble de violence et multiplie les incendies. Elle considère Tony Ironside comme une traîtresse et attend le bon moment pour se venger. Sous l'emprise de Kairis, il n'y a aucune chance pour que la MSU et les arcanistes s'allient à nouveau. Fille d'anciens esclaves, Tony Ironside garde une antipathie pour les castes dirigeantes. Propulsée par Ramos à la tête de la MSU, sa haine envers la guilde devient viscérale. Toutefois, lorsque Franco Marlowe, le nouveau gouverneur général, lui propose l'affranchissement de tous les esclaves nord-américains contre l'extradition de Ramos, elle n'hésite pas et remet son ancien mentor aux mains de la guilde qui l'enferme à Vienne. Malgré les efforts visibles de la guilde, Tony reste méfiante et défend farouchement les droits des hommes et des femmes qui ont décidé de la suivre. Ancienne détenue envoyée à Malifaux pour purger sa peine dans les camps de travail de la guilde, Rasputina refusa ce destin et s'enfuit vers les montagnes. Elle y découvrit le tyran December, qui se lia à elle. Il lui octroie le contrôle du froid et de la glace, mais la maintient sous sa coupe. Lorsque Titania revient, December s'inquiète et il rend à Rasputina son libre arbitre. Elle se forgera une réputation parmi les désespérés, ceux au cœur amer, leur promettant vengeance et justice contre les oppresseurs. Capable de fondre et tordre le métal à volonté, Mei Feng a naturellement pris la direction de la fonderie, une branche de la MSU qui se charge de l'installation du réseau ferroviaire à Malifaux. Rapidement recrutée par les arcanistes, sa loyauté est secrètement acquise aux Tensenders. Cependant, elle n'a que faire des intrigues des arcanistes et du Tensenders. Sa seule vocation est la protection de ses travailleurs, qui lui vouent une adoration sans faille. Orphelin dans une Inde occupée par la guilde, Sandip Desai a grandi dans un temple, lui donnant accès aux livres qu'il dévorait. Très vite, les arcanes de la magie le passionnèrent, et il devint un mage par ses propres moyens. Sur la proposition de Ramos, il devient précepteur à Malifaux et enseigne en secret la magie aux futures générations d'arcanistes. Depuis le schisme provoqué par l'arrestation de Ramos, il refuse de prendre part et espère que les arcanistes et la MSU seront à nouveau réunifiés. Les parias, des hommes et des femmes robustes qui cherchent une existence libre et loin de l'influence de la guilde et de leurs semblables. Les parias font souvent leur chemin en tant que scélérats ou mercenaires, rendant leur service aux plus offrants. Frottant souvent les coudes avec ceux qui détiennent le pouvoir, ces gâchettes allouées assument les tâches ingrates que d'autres éviteraient, ou cherchent leur propre chemin vers le pouvoir. Les Victorias sont de célèbres mercenaires, mais un lourd secret pèse sur ces jumelles. Une seule d'elles est Victoria Chambers. L'autre est un doppelganger, envoyé à l'origine pour l'assassiner, et qui s'est finalement lié d'amitié avec elle. Au combat, il est impossible de les distinguer. Et les sœurs Victoria, comme on les appelle, interagissent en symbiose parfaite. L'arme qu'elle porte n'est autre que Masamune, un katana magique censé pouvoir tuer même les tyrans. Leviticus est un savant fou dont il est impossible d'estimer l'âge. Certains disent qu'il est immortel. Toujours est-il que dans son échoppe, Captivating Salvage and Logistics, l'impossible est possible. Pièces de rechange, artefacts et objets rares, Leviticus a toujours ce qu'il faut à portée de main. Mais l'intérêt que porte la guilde à ses travaux nuit à ses recherches. Il a préféré s'exiler à Freyholt, la forteresse des Freikorps, dans les Badlands. Léopold von Schill est un ancien soldat décoré, meneur d'hommes, qui mena les premières expéditions dans Malifaux lors de la réouverture. Bafoué par la guilde, il quitta son service, accompagné de ses soldats les plus loyaux, et fonde les Freikorps, une unité d'élite mercenaire, louant ses services aux plus offrants. Lorsque le nouveau gouverneur général Marlowe déclare les mercenaires indésirables au sein de la cité, il part établir Freyholt dans les Badlands.
À regret, Von Schiele doit bien admettre que le plan d'extension de la civilisation à l'extérieur de Malifaux, établi par Marlowe, fonctionne à merveille. Lui-même, en s'exilant, venait de créer un havre sécurisé au cœur des Badlands. Hamelin est un homme possédé par le tyran Plague. Jouant des maladies pour apporter peine et désespoir, Plague est à l'origine de la grande vague de peste qui faillit décimer la population de Malifaux. Autrefois défait par Titania, il constate son retour avec méfiance, tandis que sa soif de vengeance grandit. En attendant, Hamelin rassemble une armée de rats, de pestiférés. Les infortunés et laissés pour compte le suivent dans l'espoir d'une révolte émergeant des bas-fonds. Avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, Tara était une porte-flingue respectée et crainte. Acceptant tous les contrats, peu importe la cible, elle se fit un nom en acceptant les cas que même Perdita Ortega refusait. Elle fut attirée dans la prison d'un tyran. Oblitération lui proposa un pacte, lui cédant une part de son pouvoir contre la destruction de ses ennemis. L'histoire de Tara aurait pu s'arrêter quand un sniper la cribla de balles. C'était sans compter sur son amie Karina, qui la releva d'entre les morts. Investie du pouvoir d'oblitération, Tara parvint à garder son autonomie par-delà la mort. Parker Barrow est le plus célèbre des bandits de Malifaux. Il aime voler et délester les gens de leurs possessions. Son grand plaisir est de regarder les malheureux droit dans les yeux, alors qu'il les dépouille. Parker a une sainte horreur des lois et de la législation. Rien de pire que de tordre des textes de loi pour parvenir à ses fins en toute légalité. Il préfère voler de la façon la plus honnête qui soit. Pistolero talentueux, ses aventures ont attiré sur lui le regard inquisiteur de la Guilde et des arcanistes, tandis que Von Schiele tente de le recruter dans la Freikorps. À l'est de Malifaux se trouve le Bayou, un vaste marécage avec des bourbiers, des zones humides, inondées et des hectares de fermes porcines. Sous les frondaisons se trouve une société de gremlins qui imite ce qu'elle voit et apprend de l'humanité, comme brasser de l'alcool, tirer avec des fusils et être généralement une nuisance mortelle pour n'importe qui. Le Bayou est un endroit chaotique et ses habitants font tout ce qu'il faut pour qu'il le reste. Ophélia Lacroix est une légende parmi les siens. Oppressée par les Ortega, qui voyaient en eux plus que de simples vermines, Ophélia mena sa famille d'embuscade en guérilla, apprenant les techniques des Ortega. Une nuit, elle entreprit une opération ambitieuse qui allait asseoir sa réputation. Elle s'introduit sur le territoire de la famille Ortega et réussit à dérober le large chapeau de Perdita. Revenue avec son trophée, elle devint une légende parmi tout son peuple. La famille Tuckett est l'illustration parfaite des dangers que représentent les gremlins. Voleurs chaotiques, bandits imprévisibles, ils sont bien plus qu'une simple nuisance. À leur tête, Ma se débrouille avec une grosse cuillère en weirdwood qu'elle utilise pour tabasser à peu près tout le monde, qu'il le mérite ou non. Elle a de grands plans pour le peuple du Bayou et manigance dans l'ombre pour parvenir à ses fins. Ulyx Turner est le meilleur éleveur de porcs de tout le Bayou, et sûrement de tout Malifaux aussi. Son savoir est tel qu'il est capable d'adapter son troupeau aux demandes des autres familles. Il n'est pas sans savoir que les gremlins partent en guerre, et il leur faut des porcs plus robustes et plus costauds, des bêtes de somme gigantesques. En dehors de cela, Ulyx ne veut pas se mêler à la politique de son peuple. Wong est extravagant, même selon les critères gremlins. Il aime se donner en spectacle et exhiber ses dernières trouvailles dans des spectacles improvisés. Mais chaque gremlin sait que les pouvoirs de Wong sont réels. Ses décoctions sont très prisées et son enseignement peut être très enrichissant pour qui saura le déchiffrer. Aucun gremlin n'ignore le nom de Somertis Jones. Il a dirigé la famille Jones aussi longtemps que l'on s'en souvienne. Bien que vu la mémoire de gremlins,
ce n'est pas aussi impressionnant que cela puisse paraître. Il a surtout vécu assez longtemps pour comprendre qu'il vaut mieux envoyer un autre faire les choses à sa place. Sommer sentait que quelque chose dans l'air de Malifaux changeait, et pour y survivre, les Gremlins devaient s'unir. C'était en réalité un plan de Zoraida, mais comme pour beaucoup de choses, Sommer aime s'en attribuer le mérite. Mais les Gremlins sont réticents à l'idée de s'unir, et le principe de Democracy met du temps à prendre forme. Toutefois, ils sont désormais prêts à voter pour élire leur chef central. Aussi, Sommer a-t-il présenté son fils, Lenny, qui devint le Gremlin général. Mais on sait que c'est lui qui tire les ficelles en vrai. Le Brewmaster est le plus grand brasseur d'alcool du bayou. Révéré tel une divinité, il distille l'alcool de moonshine, le plus prisé. Autrefois manipulé par le Ten Thunders pour rallier les Gremlins à leur service, la joie qu'il répand en distribuant son alcool le décida à prendre position contre ses anciens maîtres. Il sait que le Ten Thunders viendra un jour récupérer son dû, et il se prépare à cette éventualité. Depuis le jour où Zip a découvert un Nethervox et entendu des histoires de grande aventure, il savait qu'il était destiné à de grandes choses. Il a commencé par voler des caravanes avec d'autres Gremlins, mais ce n'était jamais assez audacieux pour lui. Il rêvait d'être un brigand redoutable ou un méchant horriblement intelligent, pas un voleur ordinaire. Tout a changé le jour où Zip a volé un dirigeable expérimental à la guilde. Il l'a baptisé l'Infamie, et avec lui, il terrorise Malifaux depuis le ciel. Zip surgit de son zeppelin avec son jetpack alimenté au moonshine, et dérobe tout ce qu'il trouve. Mais ces trésors n'ont de valeur que s'ils sont accompagnés de bonnes histoires. Alors Zip tente des assauts toujours plus ambitieux et alambiqués. Grand bien lui en fasse, car par le plus grand des hasards, le capitaine Zip a croisé la route de l'un de ses héros, Parker Barrows. Et après une longue nuit de boissons qui aurait achevé même le Gremlins le plus endurci, le célèbre bandit et le pirate du ciel ont accepté de joindre leurs forces. Prenant part aux assassinats, au chantage, aux rackets, au cambriolage, aux jeux de hasard, aux enlèvements et à la contrebande, au trafic de drogue et à tout ce qui est jugé illégal, le Ten Thunders est un syndicat du crime basé principalement dans le quartier de Little Kingdom, à Malifaux. Assermentés au secret et censés donner leur vie de leur plein gré pour l'organisation, les membres sont extrêmement dévoués à leur cause, qui est finalement de prendre le contrôle de Malifaux dans son intégralité. Misaki Katanaka est la fille du seigneur des Ten Thunders. Elle fut parmi les premiers agents à investir Malifaux, se débarrassant des gangs rivaux afin d'asseoir la domination de la famille Katanaka. Mais tandis qu'elle œuvrait pour le bien de l'organisation et apprenait le fonctionnement de la cité, son père imposa des mesures inadéquates. Elle finit par le défier et le tuer, devenant ainsi Loyabun, la chef de famille et dirigeant du Ten Thunders. Shenlong est un combattant qui a voué sa vie aux arts martiaux. Un jour, il est attiré dans un temple où il découvre l'hôte du dragon, un vieux sage en méditation. Le jeune corps de Shenlong, fort et entraîné à dépasser ses propres limites, était un hôte parfait pour le dragon, qui en prit possession. Malgré les apparences, Shenlong a désormais 80 ans, car la force du dragon lui permet de ne pas vieillir au même rythme que les humains. Toutefois, en arrivant à Malifaux, Shenlong découvrit que le dragon qu'il abritait n'est rien de moins que l'un des tyrans, et il ne compte pas le servir dans ses plans. Lucas McCabe est un archéologue aventurier qui vit pour l'exploration et les sensations fortes, ou un pilleur de tombes, voleur et contrebandier, selon les autorités. Alors qu'il ressortait d'une pyramide, fier d'y avoir découvert une amulette, sa fiancée, Karen, fut abattue sous ses yeux. Pleurant l'agonie de son aimé, il ne put que constater que l'amulette était faite de soulstone et venait d'aspirer son âme.
Ses talents de chercheur de reliques furent très lucratifs à Malifaux, et il travaillait à la fois pour la Guilde et le Ten Sunders. Il a récemment été contacté par la Société des Explorateurs afin de retrouver des artefacts datant de la guerre des tyrans. Jacob Lynch est un joueur invétéré. Attiré à Malifaux par son manque de loi sur les jeux d'argent, il est devenu du jour au lendemain propriétaire du Honeypot Casino, un salon de jeu de Malifaux. Mais Jacob était meilleur au jeu qu'en affaires, et bientôt, il dut contracter une dette auprès du Ten Sunders. Mais son emprunt fut difficile à rembourser, et le casino ne rapportait que peu d'argent. Alors qu'il pensait abandonner, deux hommes se présentèrent à lui, Mr. Graves et Mr. Tannen. Contre l'usage exclusif du sous-sol du casino, ils proposèrent de rembourser intégralement sa dette. Jacob accepta, et le Honeypot Casino, ainsi que ses salons privés, devint bientôt la salle de jeu la plus populaire de toute la ville. Asami Tanaka est une âme en peine, pleine de chagrin et de désespoir. Dans un moment d'égarement, elle a offert son corps au démon Amanchaku, qui se sert d'elle pour se nourrir et créer des Oni, de la chair et des os de ses victimes. Asami se sait manipuler, mais le démon lui promet qu'elle pourra avoir un enfant, et c'est tout ce qui compte à ses yeux. Yuko Hamasaki est à la tête de l'établissement Ki Gang, la maison de thé la plus célèbre de la cité. Derrière la façade très honorable se cache en réalité un réseau d'espionnage et de prostitution tentaculaire. Il se passe peu de choses à Malifaux sans que Yuko ne le sache. La confiance que la famille Katanaka place en elle prouve son talent et sa loyauté.